Il est déjà 15 h sur Royal FM, bienvenue au Point Littéraire. Encore cette semaine, nous avons choisi pour vous une balade littéraire. Cette fois-ci, nous parlerons de la rentrée littéraire, notamment chez Aphrodite. Et surtout, nous irons comprendre les motivations. Et il y a une thématique qui intéresse, un nouveau narratif africain. De quoi il en retourne exactement, défis et enjeux. C'était d'ailleurs le thème qui était le fil d'Ariane de la cérémonie inaugurale. Installez-vous confortablement, on vous en dit un peu plus tout à l'heure. Parce que juillet, c'est presque demain désormais. Donc, vous pouvez aller à votre rythme, vous déposez un 500 francs, 2000, 5000. L'essentiel, c'est que le 29 juin 2025, vous ayez définitivement terminé la totalité de vos cotisations. 26 000 francs CFA. Les souscriptions, c'est au niveau notamment des différentes agences de RENAPRO Finance SA, avec la possibilité également de non seulement souscrire, mais de cotiser, même ici à la maison de la radio, face au stade Sapeur Mimboman. Venez, vous aurez des guides qui vous permettront de finaliser aussi bien les cotisations que les souscriptions. Sachez qu'en tant que mutualiste, vous avez des avantages standards. Vous avez notamment la possibilité d'avoir ce qu'on a appelé l'élargissement de l'assistance sécurité sociale. Et là-dedans, on met une prime. Il faut lire, il faut aller à la quête d'informations. Et je crois aujourd'hui que la rentrée littéraire 2025 à Aphrodite semble répondre à un besoin, puisqu'il s'agit d'un carrefour qui permettra non seulement aux auteurs, mais également aux éditeurs et pourquoi pas aux lecteurs d'échanger autour du livre qui semble être parfois abstrait. Pour un narratif, un nouveau narratif africain, enjeux et défis, c'était d'ailleurs le thème qui a servi de fil d'Ariane aux échanges de départ et d'ailleurs qui semble être la vision forte sur laquelle s'appuie la maison d'édition Aphrodite. C'est fort de ce que non seulement une telle démarche épouse la volonté de transformer l'Afrique que nous avons décidé d'inviter cet après-midi le directeur des éditions Aphrodite, Arthur Pango, qui est avec nous. Bon après-midi et bienvenue sur le Point Littéraire. Bon après-midi aux auditeurs de Royal FM, bon après-midi à toi. C'est un plaisir de t'accueillir, surtout en ce moment où la semaine, sinon la rentrée littéraire, suit son cours. Ça a démarré depuis le 25 février et ce jusqu'au 6 mars. Les activités sont plutôt intenses. Ce matin encore, il y avait des échanges, mais vous avez pu vous libérer. Merci d'être passé à la radio en tout cas. Sa rentrée littéraire, mais c'est un environnement qui organise sa rentrée littéraire. Et durant cette rentrée littéraire, on donne la possibilité, ou les maisons d'édition ont la possibilité de mettre en avant les nouveautés, leurs nouvelles publications. C'est en réalité ça l'essence même de la rentrée littéraire. Et derrière la présentation de ces nouvelles publications, l'objectif c'est déjà de créer ce pont entre les lecteurs et leurs auteurs et déjà de préparer le marché à voilà ce que vous allez avoir tout au long de l'année. Maintenant, au niveau d'Aphrodite, on s'est rendu compte qu'au Cameroun, c'est quelque chose qui manquait et pour nous, il fallait se dire c'est vraiment quelque chose d'important, il faut qu'on le fasse et au lieu d'attendre d'avoir le maximum de personnes, on s'est dit montrons l'exemple et en montrant cet exemple on est sûr que pour les prochaines éditions, parce que nous souhaitons véritablement que ça devienne un événement majeur au Cameroun, que pour les prochaines éditions qu'on puisse avoir le maximum, si ce n'est l'ensemble des éditeurs camerounais. Ça c'est dans la vision oui, que nous avons. Maintenant par rapport à la rentrée littéraire Aphrodite 2025, elle a une connotation au-delà du caractère innovant, au-delà du caractère la première expérience. Elle naît également d'une volonté de démontrer qu'aujourd'hui, ou bien de faire connaître au public cette nouvelle orientation d'Aphrodite. Vous avez parlé dans les propos introductifs de cette confusion que les gens peuvent faire sur l'appréciation de l'histoire. Oui. Ceci étant du fait de l'absence d'un récit qui soit propre aux Camerounais, qui soit propre aux Africains.
Et malheureusement, chaque fois qu'on a un récit qui est raconté de l'extérieur, on va assister à des ambiguïtés. Donc notre entrée littéraire, c'était également le moment ou l'opportunité pour Aphrodite de dire à partir d'aujourd'hui, nous, on se lance dans une nouvelle ligne éditoriale. Cette nouvelle ligne éditoriale, c'est de promouvoir un nouveau narratif. Et n'est pas n'importe quel nouveau narratif de l'Afrique, un nouveau narratif d'une Afrique fière, forte et prospère. C'est pour ça que vous allez voir, le thème retenu pour cette rentrée littéraire était un nouveau narratif africain, enjeux et défis. On voit notamment un narratif africain qui déconstruit les stéréotypes et met en lumière la diversité et la richesse des voix du continent. Les stéréotypes, il y en a à l'appel. Comment est-ce qu'on est sûr qu'on pourra arriver à les combattre, sinon à les déconstruire totalement? On va les déconstruire en utilisant la même méthode qui a été faite pour les construire en nous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en réalité, le récit est un élément de construction de l'homme. D'accord? Et nous sommes convaincus que si nous diffusons un récit qui ne soit plus celui que nous avons reçu, mais qui soit celui que nous avons conçu, d'accord? Si nous le diffusons, nous sommes sûrs et certains que nous allons participer à la construction d'un nouveau genre d'Africains. Je vais prendre un exemple simple. Ce matin, on avait une table ronde sur les manuels scolaires, levier de transformation de l'éducation africaine. Oui. Et l'un des constats que nous avons fait, ou bien que les panélistes ont fait, c'est que il y a comme une inadéquation entre ce qu'on veut obtenir au niveau des apprenants, de ce que le marché veut avoir en termes de ressources humaines. Et tout ça découle du fait que les curricula que nous utilisons aujourd'hui, bien que beaucoup de choses aient été améliorées, mais il reste quand même que derrière, il y a parfois une déconnexion ou bien pas une forte concentration sur notre propre histoire. Donc aujourd'hui, pour résoudre ce problème, nous sommes convaincus que le livre, s'il est diffusé au maximum, il a été détenu par les étrangers. Aujourd'hui, c'est totalement l'inverse. Depuis le décret 2017 du Premier ministre réorganisant en fait le manuel scolaire. Donc je pense que c'est un processus qui fait son chemin, qui fait son chemin et qui forcément aboutira à ce que nous voulons. Que ce soit le représentant du Minédub ou même le représentant du MINAC, oui. Tous les deux ont reconnu qu'en réalité, bien que beaucoup d'évolutions sont à constater et à plébisciter au niveau des manuels scolaires, il y a encore... il reste à faire. Il reste à faire. Et ce qui est intéressant au moins aujourd'hui, c'est qu'on a des politiques publiques qui sont orientées vers ça. Parce que c'est vraiment ça qui est important. Aujourd'hui, l'État se dit, je veux que mon manuel scolaire me permette d'avoir... de fabriquer le Camerounais de demain. Oui. Maintenant, une fois que c'est dit, l'implémentation suivra son cours. Je veux dire que si vous prenez les leçons d'histoire, par exemple, on parle déjà beaucoup plus de l'histoire du Cameroun que par le passé. Oui. Même si, à mon humble avis, ça reste encore... Il en faut encore un peu plus. Exactement. Au lieu d'apprendre, c'est bien d'apprendre la Seconde Guerre mondiale, la première, mais c'est aussi intéressant de ramener les jeunes Camerounais vers ce qu'on a appelé les luttes d'indépendance, les luttes indépendantistes, avec des figures de proue en réalité, pour leur donner une petite ambition, une certaine vision claire. Parce que le Cameroun n'a pas commencé en 2025. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été réalisées. Il y a eu des hommes et des femmes qui ont fait en sorte que le Cameroun soit ce qu'il est aujourd'hui. Ils sont des pionniers pour la plupart. Ils ont été des combattants de la première. C'est important de leur rendre hommage. Et notamment que l'histoire leur rende justice. Alors, la rentrée littéraire, c'est à Yaoundé et à Douala.
D'abord, pourquoi Yaoundé et Douala? Est-ce qu'on a oublié les autres villes? Ou alors c'est d'abord un début comme c'est la première édition? Comme je l'ai dit, c'est vraiment une phase pilote, c'est vraiment une phase test. Ce qu'on doit pouvoir comprendre, c'est que organiser une rentrée littéraire, ça coûte de l'argent. Je veux dire que ce soit en termes de coûts logistiques, que ce soit en termes de coûts des médias, que ce soit en termes d'autres débours, ça coûte de l'argent. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que nous sommes quand même adossés sur, quand nous regardons notre portefeuille client, notre portefeuille lecteur, nous sommes adossés sur les deux points où on avait la plus forte concentration de lecteurs, à savoir Yaoundé et Douala. Maintenant, à l'avenir, il est clair que l'objectif, c'est de pouvoir faire la rentrée littéraire du Cameroun. Et donc, on pourra, avec les autres éditeurs, pouvoir mieux s'organiser avec l'appui des médias, bien évidemment, des collectivités décentralisées et des administrations publiques, permettre que cette rentrée littéraire s'étende sur l'ensemble du territoire national. C'est vraiment un vœu que nous émettons aujourd'hui et nous espérons qu'il pourra se réaliser à l'avenir. Il y a eu d'abord ce café littéraire au niveau de la Caisse nationale de prévoyance sociale. L'auteur qui était invité là-bas et l'auteur vitrine en réalité de la rentrée littéraire. Il s'agit de Christian Eboulé. Le livre, le texte, c'est Le Testament de Charles. Moi, je vais vous inviter à écouter Christian Eboulé et puis on va un peu commenter notamment sur le choix. Pourquoi lui et pourquoi pas une autre personne? Le roman est inspiré de la vie du capitaine Charles Ntchoréré, qui est né gabonais en 1896, donc à la fin du 19e siècle, et qui a fait les deux guerres mondiales. La première au Gabon, son pays natal, et puis la seconde guerre mondiale, au cours de laquelle il a trouvé la mort, en France, dans le nord de la France, dans une petite ville qui s'appelle Hérennes. Charles Ntchoréré a été assassiné après avoir été fait prisonnier par les nazis pour s'être opposé à la fois au massacre des tirailleurs sénégalais, comme certaines unités allemandes le faisaient à cette époque-là, et puis à la ségrégation qui était pratiquée. En principe, le but est non seulement qu'ils soient mieux informés sur les tirailleurs sénégalais et ce qu'ils ont véritablement vécu, en tout cas pour ce qui concerne les deux guerres mondiales, parce que les tirailleurs sénégalais, c'est jusqu'aux indépendances. En 1960, ils ont fait la guerre d'Indochine, la guerre d'Algérie, après la Seconde Guerre mondiale. Mais ça, c'est pas le propos de mon roman. Moi, je me situe vraiment dans l'entre-deux-guerres, et puis les deux guerres mondiales. Ça permettra à ceux qui liront d'avoir une meilleure idée à la fois de ce qu'était la colonisation et la condition de ces hommes qu'on appelle tirailleurs sénégalais et qu'on a tendance à mélanger à toutes les sauces. Christian Eboulé, votre auteur, qui a présenté son livre Le Testament de Charles. Il faut dire qu'il est journaliste à TVC Monde depuis 2003. On connaît ses luttes, on connaît sa trajectoire au niveau des recherches et ses combats menés, aussi bien en faveur du panafricanisme que pour une certaine reconsidération de l'Afrique. Est-ce que c'est là qu'on trouve tout le justificatif, notamment de mettre l'auteur présenté il y a quelques secondes en vitrine de cette rencontre et rentrée littéraire? Je dirais qu'en réalité, ce n'est pas l'auteur qu'on met en avant. C'est le livre qu'on met en avant. L'auteur, oui, parce qu'il est le propriétaire de cette œuvre-là. Il est la personne qui a travaillé pour nous permettre d'avoir ce chef-d'œuvre. Mais en réalité, si l'œuvre pouvait se vendre par elle-même, je suis presque convaincu qu'on mettrait le testament de Charles comme ça et voilà. Ce sont les idées davantage qui sont mises en avant. C'est vraiment ce que raconte ce roman, cet ouvrage. Il y a cette dimension, je ne veux pas dire spirituelle, mais je vais parler d'authenticité. C'est-à-dire que quand vous allez à la 4e de couverture, il y a une question fondamentale qu'on pose, que normalement tous les Africains doivent se poser aujourd'hui. Est-ce qu'un Africain doit sacrifier sa coutume, sa culture, ses valeurs à l'autel de la modernité occidentale? Et ce livre, justement, nous permet de découvrir quelqu'un qui a décidé, pour des raisons
qui lui sont propres, peut-être parce qu'il pensait que c'était le meilleur choix pour lui éventuellement de développer son pays, Oui. de faire une croix sur cette initiation à la culture ou aux coutumes africaines qu'il avait reçues de son grand-père pour embrasser la modernité occidentale. Et tout au long de son cheminement, on a vu comment, dans le livre, on découvre comment à un moment donné, ça devient quelque chose de lourd, ça devient quelque chose de pesant pour lui. Et à la fin, on a envie de se dire, quand on lit ce livre, on a envie de se dire, mais peut-être que sa mort était plus une délivrance qu'autre chose. Donc pour moi, cette double dimension historique et authentique de l'ouvrage ont été les éléments qui nous ont dit, bon ben voilà, mettons ce livre en avant, que ce livre mérite d'être la pièce centrale de notre rentrée littéraire. Derrière, vous avez parlé de Christian Iboulet, c'est quelqu'un d'assez formidable, c'est quelqu'un qui quand il vous raconte les 14 ans d'écriture de cet ouvrage, vous avez juste envie de dire, il faut qu'il soit là, il faut qu'il partage, il faut qu'il... C'est vraiment, pour nous, c'était vraiment une occasion en or et on s'est dit, voilà, on les met en avant. C'est vrai que derrière, ça crée aussi beaucoup de remous au niveau des autres auteurs. Mais oui, qui pourrait se poser la question pourquoi lui, au niveau du casting. Ouais, exactement. Parce que notamment on va dire que dans le secteur, il y en a beaucoup qui ont quand même écrit. C'est-à-dire que on aurait pu choisir d'autres auteurs. Et mais il fallait que ce soit des auteurs. Déjà, il fallait que ce soit des auteurs aphrodite, première chose. Ensuite, il fallait que le livre, en réalité, corresponde à la thématique que nous avions identifiée. Et en troisième lieu, il fallait un genre littéraire qui touche le maximum de personnes. Là, par exemple, il y a le docteur Simo Diom qui va sortir... Il n'y a pas de démocratie sans souveraineté. Un peuple qui n'a pas sa souveraineté ne peut pas exprimer sa volonté et ne peut pas exercer son pouvoir. Nous sommes beaucoup plus intéressés par le contexte dans lequel les Africains veulent prendre une part active dans l'énonciation de leurs problèmes, dans la recherche des solutions à leurs problèmes et dans leur projection dans le monde et dans le futur. Ce contexte, nous le caractérisons pour mieux le comprendre. Et je crois que ce contexte, c'est un contexte multipolaire au sein duquel des blocs géopolitiques se reconstituent. Les influences prépondérantes se diversifient. Et dans ce contexte-là, l'Afrique a la possibilité de placer son mot, de pousser ses cartes, d'avancer ses pions et de se départir du complexe d'infériorité qui l'a caractérisé pendant des siècles de domination. Donc, nous encourageons les Africains à prendre connaissance de leur véritable histoire, à lire des livres qui présentent véritablement ce qui est arrivé à l'Afrique, sans biais, sans tricherie et sans imposture. Nous les encourageons également à produire des documents, des contenus, des livres qui portent cette aspiration à la liberté. Nous leur demandons de le faire également sans complexe parce que la victoire est à notre portée. C'est un contexte qui est en constante évolution et dans lequel, si nous avons un agenda bien défini, nous pourrons également construire un narratif clair pour accompagner cet agenda et inscrire notre nom dans ce contexte multipolaire. Je rappelle que le docteur a récemment présenté son livre, c'était à Lyrique, il y a quand même quelques mois aujourd'hui. Et tout le monde convenait avec lui que c'est plutôt un choix audacieux. L'Afrique désormais doit prendre conscience, doit se réveiller. On imagine que c'est d'abord le thème qui a interpellé tout de suite Aphrodite pour la publication d'un tel ouvrage, l'état de l'Afrique dans un contexte de multipolarité. Forcément, le thème est assez parlant et épouse tout de suite la dynamique de cette maison d'édition. Ce qu'il faut savoir, c'est que
l'état de l'Afrique n'est pas un livre, c'est une collection. Oui. Ça fait partie des 8 collections d'Afrolyte aujourd'hui, des 7-8 collections d'Afrique aujourd'hui. Et l'état de l'Afrique a pour objectif de permettre aux Africains de donner leur regard sur ce qui se passe dans leur continent, sur le continent. C'est-à-dire qu'en réalité aujourd'hui, vous avez parlé tout à l'heure des mouvements d'indépendance en Afrique de l'Ouest, d'accord. Il est important pour les Africains d'avoir leur propre regard sur ces mouvements-là. On ne doit plus, aujourd'hui en 2025, on ne doit plus être influencé par le regard des puissances étrangères ou bien des organisations étrangères sur déjà, comment on apprécie ces choix. Oui. Ok. Ensuite, comment on analyse ces choix et qu'est-ce qu'on peut tirer de ces choix. Donc, l'état de l'Afrique vient. C'est une collection qui donne cette possibilité. Il ne s'agit pas simplement du docteur Maurice Simodion, même si c'est lui, en réalité, qui est à l'initiative de cette collection. Mais c'est une collection qui est ouverte à tous les Africains qui veulent donner leur avis sur des problématiques en Afrique, d'une part, mais également donner leur avis sur ce qui se passe à l'international. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, tout le monde parle de la guerre en Ukraine, sauf les Africains? Personne ne veut prendre position. Je ne vais pas parler de prendre position, mais de faire une analyse sur la guerre en Ukraine, de faire une analyse sur la géographie des forces en présence, de faire une analyse sur, par exemple, la réunion entre les États-Unis et l'Ukraine, avec derrière cette volonté inaffichée de tordre le bras à un pays pour qu'il signe des accords de minerais. Oui. Donc aujourd'hui, l'Africain aussi, son mot à dire. Il y a 10-15 ans, on avait des collectifs d'auteurs africains, notamment Carmonet, qui avait publié à Afredite, appelle facilement le complexe d'infériorité. Oui. L'afro-pessimisme, en quelque sorte. Si vous voulez. Oui. Mais moi, c'est vraiment un complexe, c'est vraiment une peur. On a peur de est-ce qu'on est capable de réaliser. Mais si on se rend compte qu'en réalité, avant nous, il y a des gens, les Africains sont à la base de presque tout ce que nous voyons aujourd'hui. Oui. Je pense que ça va donner du courage. Donc, il y a cette nécessité de réappropriation de l'histoire. Et parce que nous sommes réappropriés notre histoire et que nous avons gagné en confiance, nous aurons l'audace de relever les défis qui sont présents et qui vont arriver. Surtout que l'impératif d'un nouveau narratif africain s'impose lorsqu'on regarde les mouvements indépendantistes, entre guillemets, récents dans les pays ouest-africains. On va s'en pas citer pour ne pas stigmatiser en quelque sorte, parce que tous les Camerounais sont heureux de dire le matin qu'ils écoutent plutôt ils regardent plutôt telle chaîne de radio, télé, et pourtant il faut porter depuis l'Afrique un message en direction de l'Europe, ce qui n'est pas du tout évident. En tout cas, ce type de démarche, on imagine bien, puisque c'est une collection, elle est encouragée et il y a forcément d'autres auteurs qui peuvent s'inscrire. Vous l'avez dit, c'est ouvert à monsieur tout le monde. Tous les chercheurs sont appelés à s'investir sur le plan scientifique. Sur le plan scientifique. Et en réalité, c'est ça qui est important. C'est que on parle de médias. Moi, je suis éditeur, donc moi, je préfère me concentrer dans ce que je connais, le livre. C'est qu'aujourd'hui, il y a une bataille sur la production de contenu. On ne fait pas si bien de le dire. Il y a une bataille énorme sur la production des contenus. Moi, je suis féru d'intelligence artificielle, d'accord. Mais quand vous rentrez dans le monde de l'intelligence artificielle, vous vous rendez compte qu'en réalité, l'Afrique est totalement absente. Parce que les contenus sur lesquels sont entraînées ces différentes intelligences artificielles, il n'y a pas de contenu africain. Sinon, en réalité, les contenus africains sont tellement infimes qu'ils ne peuvent pas influencer. D'accord? Et donc, aujourd'hui, avec l'heure du numérique et du digital, si nous ne produisons pas de contenu, d'accord, nous avons automatiquement perdu cette guerre. Donc, pour moi, aujourd'hui, en tant qu'éditeur,
je fais un appel au quotidien. Je fais un appel aux chercheurs, aux historiens, aux hommes de médias, même aux capitaines d'industrie, de se dire, il est important qu'aujourd'hui, nous racontions quelque chose de différent. Il est important qu'aujourd'hui, nous créions du contenu qui soit adapté à nos réalités et qui soit ancré, je dis bien ancré, à notre histoire, à notre authenticité en tant qu'Africains. Nous ne pouvons pas... Il y a un capitaine d'industrie qui a dit, on ne part pas chez quelqu'un les mains vides. Ouais. D'accord? Je ne peux pas aller c'est-à-dire que dire que je vais aller à la rencontre des autres pays, mais la seule chose que j'amène, c'est une transformation, souvent un mimétisme souvent mal copié de leur culture, de leur tradition. Ça n'a aucun sens, vraiment aucun sens. Donc aujourd'hui, c'est vraiment un enjeu. La production de contenu ancré sur l'histoire africaine, la production de contenu adossé sur les réalités africaines, c'est un défi auquel tous les Africains sont appelés à travailler. Oui. Alors, il y a le professeur Henri Ngouatabi, que nous allons écouter. Lui également a été au récent à la cérémonie, notamment d'ouverture. Il a tenu des propos assez intéressants, sinon on va dire très édifiants, dans la mesure où aujourd'hui c'est un peu une responsabilité individuelle. Soyons des citoyens, a-t-il martelé. Il est nécessaire aujourd'hui que les Africains prennent conscience de leur pouvoir, leur capacité à transformer le monde. Encore que les prochaines batailles qui s'amènent, c'est celle du numérique, la transformation, des minéraux et tout. Donc moi je vous propose de l'écouter. Et les perspectives, c'est d'abord de croire en nous-mêmes. À partir du moment où nous avons confiance en nous-mêmes et que nous endogénéisons nos problèmes de formation, nos problèmes du système productif, nos problèmes de gouvernance, nous allons trouver des solutions à l'africaine. Et je crois que, vu les secousses que nous avons connues dans notre parcours depuis les années 86 et le chemin que nous cherchons tous aujourd'hui, je crois que progressivement, les écarts d'incompréhension se réduisent et on semble vouloir tous regarder vers la même direction. Et c'est ça qu'il faut faire. Donc, les enjeux ici, c'est regarder vers la même direction, mettre sur pied un bon système productif à la camerounaise avec nos ingrédients et ensuite former nos étudiants à la camerounaise avec nos ingrédients qui comprennent bien le contexte dans lequel ils sont, le contexte mondial et comment faire pour assurer non seulement le développement du pays, mais surtout la protection de ce pays. Parce que le développement seul ne suffira pas, il faudra aussi le protéger. Parce que le monde bouge et il bouge beaucoup. Je l'ai dit, la 4e révolution industrielle, celle qui porte sur le big data, celle qui porte sur le numérique, celle qui porte sur les blockchains, celle qui porte sur la 3D, celle qui porte sur l'énergie hydrogène. Cette 4e révolution industrielle ne porte que sur les minerais. Et c'est l'Afrique qui dispose à 80% de ces minerais. Donc, le jeu va se jouer chez nous. Ça veut dire que nos jeunes qui sont formés doivent non seulement être prêts à défendre le territoire, mais à assurer son développement par des systèmes endogènes. Vous savez, la volonté politique, c'est un construit. Moi, je vous ai dit, j'étais encore aux rencontres économiques du Cameroun organisées par le GECAM. J'ai vu les manias vraiment de l'industrie, des grands patrons. J'ai vu des ministres de la République échanger en toute sincérité de nos problèmes. Et c'est ça qu'il faut au niveau de notre gouvernance. À partir du moment où tout le monde devient humain et parle avec sincérité de ce qui se passe, le chemin va être trouvé. Il n'y a rien d'anormal là-dedans. Et c'est tout ça qui constitue notre système politique. Donc voilà, il faut se parler à l'africaine et trouver des chemins entre nous. Et je crois que l'exercice que moi j'ai vu, rencontre économique du GECAM, m'ont beaucoup plu, et surtout cette atmosphère-là. J'ai jamais assisté à ce type d'atmosphère où vous voyez des décideurs, tant publics que privés, échanger avec une telle franchise.
Alors, ce qu'il y a d'intéressant également qu'il a eu à dire, c'est qu'il faut lire, il faut beaucoup lire. Il faut chercher des bonnes littératures sur des problématiques aussi bien géopolitiques que géostratégiques. C'est important d'être édifié sur la marche du monde. C'est nécessaire de se tenir au courant et ne pas dire tous les jours rien n'est fait, rien n'avance, sans savoir qu'il y a des grands chantiers qui ont été entamés et démarrés. Et donc, forcément, on peut également apporter sa réflexion en restant uniquement sur le terrain des idées. Les activités vont se poursuivre. Tout à l'heure, vous allez retourner certainement à Fredit au niveau du Carrefour Régie pour les échanges avec l'auteur Yap Libok qui sera face au lecteur. Alors, il y a plusieurs activités comme ça à mener jusqu'au 6 mars. Qu'est-ce qu'on devrait encore ne pas manquer? Au-delà notamment des livres à avoir à la foire, des B2B, des rencontres auteurs